Le PDG de Telegram a fui la Russie pensant que celle-ci était une dictature. Il est venu en France, a obtenu la nationalité française. Pourtant, c'est en France, à sa descente d'avion à l'aéroport du Bourget, qu'il a été arrêté et embarqué par la police nationale. Que lui reproche-t-on officiellement? De cautionner des sites dits criminels. Officieusement, de faire de Telegram un espace de liberté. Alors on en discute avec Sylvain Baron, activiste, et Jean-Luc Robert, psychologue. Vous êtes sur GPTV Actu. C'est parti! Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. C'est GPTV Actu. Je fais que de me gourer là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Plutôt on est en direct, alors je dis des conneries, bon, c'est pas grave. Donc GPTV Actu, même moi je me trompe. Là, vous êtes sur GPTV Actu, la petite chaîne qui monte. On fait de l'actualité, essentiellement d'actualité dont personne ne parle. Aujourd'hui on va parler de Telegram. Messagerie d'1 milliard d'abonnés, d'utilisateurs. On va en parler avec nos amis Sylvain Baron, qui est ici présent, et notre ami Jean-Luc Robert, psychologue. Mais avant ça, abonnez-vous à la revue de Géopolitique Profonde. Elle est là, elle est bien chaude, elle est arrivée. Lucien Cerise, Philippe Perlin, Laurent Ozon et tellement d'autres ont écrit d'excellents articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Tiens, comme lui, là, c'est un Russe, donc je vais parler. Je vais d'abord poser la question au Russe qui est ici présent, là. Qu'est-ce que tu en penses, tiens, de ce qui s'est passé, cette arrestation-là, soudaine? Il y a 3 affaires dans l'affaire. Il y a la raison même pour laquelle on l'a arrêté, sur laquelle je ne vais pas revenir maintenant. Il y a les questions de liberté d'expression. Et il y en a une qui m'intéresse un petit peu plus, c'est la réaction des autorités russes. Alors pour l'instant, je n'ai pas réussi à trouver une information fiable parce que j'ai que des rumeurs autour de ça. Il faut savoir que Telegram est très utilisé par tous les Russes en général, mais aussi les officiels, les militaires, et d'ailleurs les militaires ukrainiens aussi l'utilisent beaucoup, pour leurs échanges d'informations confidentielles. C'est d'ailleurs par Telegram que l'essentiel des images militaires qui nous remontent et qui nous permettent de faire les cartes, justement, de la situation militaire arrivent. Et donc j'ai eu ouï dire par 2 sources différentes que l'état-major russe était très inquiet, avait demandé à ses officiers militaires de supprimer tous les messages sensibles sur Telegram. Pour l'instant, je n'ai pas la preuve, je suis en train de pister pour vérifier, mais ce serait la première réflexion que j'aurais, à savoir est-ce que cette arrestation qui, sous des raisons... donc au départ, c'est l'Office spécialisé dans la lutte contre les violences faites aux mineurs qui poursuit, qui a arrêté cet homme-là. Bon, sur des qualifications pénales que je trouve un petit peu légères, parce que c'est pas... Enfin, il va falloir quand même le justifier qu'il soit complice de violences sexuelles, de choses comme ça. Bon, là, c'est fort de café. Donc voilà, moi je pense qu'il y a peut-être une question davantage géopolitique qui est derrière avant d'une question... C'est-à-dire que ce qu'officiellement on dit sur ces sites pédocriminels, etc., ça, t'y crois pas? Je pense que c'est vrai parce que j'ai regardé quand même un petit peu. Il y a 20 minutes, le 14 février 2024, 20 minutes annonce que 10 personnes seront jugées pour une affaire de pédocriminalité, c'est-à-dire de vente d'images sur Telegram pédocriminelle. Donc il y a bien, effectivement, sur Telegram, il y a tout sur Telegram, comme tous les réseaux sociaux. Il y a des dissidents, il y a des officiels, il y a des militaires, et puis il y a aussi des criminels qui profitent du fait que c'est la meilleure messagerie cryptée qui existe au monde. Donc ça n'est pas étonnant. Maintenant, je pense que par rapport à ce qui est la réglementation en vigueur, c'est plutôt la loi sur sur la confiance numérique, de l'économie numérique. C'est là-dessus qu'a eu la transcription justement du DSA et du RSN. La réalité, c'est que lorsque un fournisseur d'hébergement ne veut pas donner des informations à la justice, ce qu'il encourt, c'est 1 an de prison, 250 000 € d'amende, voire 6% de son chiffre d'affaires à l'échelon mondial. On n'est pas sur des qualifications pénales telles qu'elles ont été ressorties jusque-là.
Donc, ça va quand même loin. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Jean-Luc? Tiens, vous avez la Légion d'honneur ou quoi? Non. Non, c'est pas une Légion d'honneur, ça. Ah, vous avez mis un bouton. C'est pas près d'arriver. C'est un pin que vous avez mis. Et puis alors, si on me la proposait, je la refuserais, hein, pour plein de raisons. Très bien, surtout bravo. sur le président actuel. Auteur de nouveaux livres Neurodivers Plus. Je vous invite jeudi soir Merci beaucoup. à 19h, Géopolitique profonde, avec Jean-Luc Robert. On parlera de neurodiversité si ça vous intéresse, tout ce qui est effectivement bien sûr. Du domaine. Allez-y, qu'est-ce que ça vous dit quoi là, cette affaire? Il y a deux questions, je pense qu'il y a deux angles à aborder. La question de la liberté d'expression, qu'est-ce que c'est? J'aimerais bien faire un petit rappel historique et expliquer, parce que pour moi, il y a un lien. Et puis la deuxième question, c'est le refus de coopérer avec, soi-disant, je ne sais pas, mais tout ce qui est l'exploitation du contenu sexuel pour les enfants. Il refuserait de coopérer et compagnie. Et je pense que ça pose une autre question. Pour traiter cette question-là, avant de parler de l'historique, moi, j'aurais voulu parler justement de est-ce qu'il faut sanctionner l'utilisateur ou il faut sanctionner les outils par lesquels passe l'utilisateur, sachant que cet homme-là, Pavel Durov, c'est quelqu'un qui permet finalement de mettre en place un outil qui est utilisé ou détourné par certains utilisateurs. Si par exemple on prend l'exemple de Facebook en 2016, je crois, avec Cambridge Analytica qui a exploité Facebook pour pouvoir, selon ce qu'on dit, truquer les élections de Donald Trump en 2016, eh bien Cambridge Analytica, c'est une société informatique qui a la capacité de vous faire ouvrir des mails pour vous influencer dans vos votes. Qu'est-ce qu'on doit sanctionner à ce moment-là? Si les élections ont été truquées, je ne sais pas. Mais donc, il y a aussi les rançongiciels. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est en gros des logiciels qui permettent de demander des rançons à des grandes banques. On passe par des messageries comme Microsoft, et au final, on finit par demander à des banques des millions et des millions, et parce que vous avez fait rentrer un virus dans la boîte, parce que vous avez un mail et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Toutes ces questions, je me les pose, et je me dis, on sanctionne Microsoft, on sanctionne la messagerie, ou on sanctionne finalement l'utilisateur qui fait un rançongiciel pour tirer des informations à autrui. Donc finalement, je crois que c'est la question qui est là, c'est qu'on n'a pas les moyens de mettre en place une police derrière les citoyens pour les sanctionner. Oui, il y a des personnes qui utilisent Telegram pour faire des choses horribles, mais le crime a toujours fait comme ça. Et effectivement, on exploite des mineurs, il y a de la pédophilie, il y a tout ça, sur Telegram certainement, mais partout, sur TikTok, sur toutes les plateformes, les criminels trouvent un moyen de passer par, j'ai envie de citer Le Bon Coin. Par exemple, Le Bon Coin, pour vous donner un exemple, vous pouvez vous faire arnaquer sur Le Bon Coin parce qu'on vous dit, je vais vous vendre ma voiture, et puis vous vous rendez compte qu'au final, c'est quelqu'un qui se retrouve dans un autre pays qui vous dit, oui, mais payez-moi par une devise parce qu'il vous raconte une histoire, enfin, vous savez ce genre de choses, et vous finissez par payer. Beaucoup de gens se sont fait arnaquer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sanctionne Le Bon Coin? Est-ce que moi, je vais juridiquement attaquer Le Bon Coin? Ou est-ce que je vais finalement appeler à la police de pouvoir remonter jusqu'à la personne qui m'a arnaqué et qui est passée par Le Bon Coin? Je pense que c'est ces questions. Et comme on n'a pas la capacité de remonter, parce que la police, vous savez, la cybercriminalité, c'est absolument, la police, elle ramasse, hein, ils ne peuvent pas courir après ces gens qui ont 10 ans d'avance, hein, technologiquement parlant, et voilà, les moyens. Eh bien, on s'en prend aux hébergeurs et aux personnes qui... Alors on dit, il faut que vous... Mais dans ce cas-là, il faut s'en prendre à Google, il faut s'en prendre à tous les sites, parce qu'effectivement, dans les contenus, on héberge. Moi, c'est la première question. Après, je n'ai pas répondu à... Mais je voulais juste déjà répondre à votre question. Mais je pense qu'il faudrait faire un rappel historique de la liberté d'expression en France et tout ça. Mais Mais du coup, voir le PDG... d'une grande entreprise de numérique, quand il sort de son avion, se faire arrêter comme ça, et avec une garde à vue en plus prolongée. Aujourd'hui, elle a été prolongée. Vous dites, tiens, c'est normal. Non, c'est choquant. C'est choquant, mais ça ne me surprend pas. Et c'est là que je pense qu'il faut parler de liberté d'expression en France et faire un rappel historique. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Moi, je voudrais dire mon point de vue là-dessus. Rappel historique de la liberté d'expression. Au niveau... Alors, vous faites le rappel historique, voilà. Et après, Sylvain vous répond. Allez-y. Très bien. Donc, si je vais vous citer quelque chose, une petite devinette, et je vais essayer de vous demander de trouver, c'est pas du tout pour tester votre culture, mais où est-ce que j'ai pris, où est-ce que j'ai pris cette citation? Si je vous dis, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux. On arrête de la Cour européenne des droits de l'homme de 1979, je crois. Non, on n'est pas en 1900, on est en 1789. La Déclaration des droits de l'homme, article 11. Alors pourquoi je dis ça? Bon, Déclaration des droits de l'homme, article 11. La Déclaration des droits de l'homme survient après la Révolution française, lorsque finalement il y avait l'Ancien Régime, les monarques, les rois, et on a renversé le pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque, les monarques, les rois? La censure totale. C'est-à-dire qu'ils avaient créé une police de la pensée, ils appelaient ça la police du livre, rappelez-vous. Et la police du livre, qu'est-ce qu'elle disait? Vous avez tenu un propos contre le roi et la reine? Alors là, vous avez des châtiments corporels, on vous enferme, voire on vous guillotine, on vous décapite. C'était le régime monarcal de l'époque. Donc c'était une forme de dictature et c'est un régime dictatorial que l'on retrouve aujourd'hui en Chine et dans tous les pays, certains qui sont sous la dictature. Heureusement,
la Révolution française a amené la démocratie, et on s'est dit on s'est dit quand même, non mais attendez, il n'y a pas que du mauvais dans la Révolution. On s'est dit, effectivement, maintenant, on a le droit de s'exprimer et on a sorti cet article 11 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit « Désormais, les citoyens ont le droit de s'exprimer sans qu'on leur coupe la tête, et tant mieux ». Sauf qu'on a cru, suite à ça, ça a déclenché la liberté de la presse. On s'est dit « ça, c'est super ». Maintenant, il y a une émergence de la liberté de la presse. On a même parlé d'un quatrième pouvoir. La presse pouvait s'exprimer librement. Et je pense qu'on a cru que la presse était libre. Or, moi, je pense, et c'est pour revenir aujourd'hui, que la presse n'est pas libre. C'est-à-dire que la presse, même si la presse, j'entends dans les grands médias mainstream, c'est toujours le même sujet, on en avait déjà parlé la dernière fois, il y a des médias indépendants, mais qui ne pèsent pas encore assez pour inquiéter le pouvoir. Et ce que je veux dire, c'est que le monarque d'aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, et que Emmanuel, en France, mais pour les autres pays, chacun à ce moment-là, ils sont restés dans l'idée que, finalement, le monarque, sous Emmanuel Macron, il veut contrôler la presse. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron ou les politiciens, j'ai envie de dire les présidents des grandes nations, continuent... Allez-y, concluez, je conclue. Les présidents des grandes nations ont beau être soi-disant dans une démocratie, soi-disant, on a évolué, on n'est plus dans un système dictatorial comme à l'époque, mais il n'empêche qu'on continue de vouloir, et je vous donnerai des exemples concrets, les présidents de tous les pays continuent d'avoir un contrôle sur les médias, et vous savez bien que M. Pavel Durov pèse, alors vous l'avez dit 1 milliard, moi je croyais que c'était 500 millions, mais bon, il pèse entre 500 millions et 1 milliard d'abonnés. C'est-à-dire qu'il a un énorme pouvoir. Et pour conclure, vous savez qu'il est arrivé la même chose à Trump lorsqu'il s'exprimait trop sur Facebook. Il avait des millions d'abonnés. Et plus vous avez d'abonnés et que vous avez du pouvoir, eh bien plus on s'intéresse à ce que vous faites. Et même à notre petit niveau sur TikTok et sur tout ça, si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, vous pouvez dire 2-3 conneries, on ne vous dit rien. Le jour où vous commencez à avoir 500 000 abonnés sur TikTok et ailleurs, je vous promets, on va surveiller de très près ce que vous allez dire. Et lorsque vous allez dire quelque chose qui ne va pas dans le sens de la doxa, bam, on vous suspend votre compte. Cher Sylvain, petite réponse. Alors l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme que j'ai en tête, en fait, reprenait les attendus de la Déclaration des droits de l'homme, mais continuait en disant, y compris pour les opinions qui heurtent ou qui dérangent. D'accord. Oui, c'est par rapport à une affaire, voilà, et c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, la Commission européenne, les eurocrates, le système actuel est particulièrement hostile à la liberté d'expression, puisque justement cela permet à des gens malvenus comme nous de critiquer leur système, leur corruption, leur volonté d'implémenter un État totalitaire et démembrer nos pays. Donc ils ne nous aiment pas, et c'est pas pour rien qu'ils ont fait justement le DSA qui va très très loin. Qu'est-ce que dit le DSA ? En gros, je vais pas faire parce que c'est quand même un document assez long, mais parce que les gens, je pense, il impose déjà en fait aux plateformes qui hébergent du contenu de eux-mêmes faire la traque à des propos qui seraient pénalement qualifiés. Donc déjà en fait, quand on va demander à une plateforme comme Telegram qui a presque 1 milliard d'utilisateurs de faire la traque à des propos pénalement répréhensibles, ça fait beaucoup quand même. C'est d'une grande lourdeur, y compris pour des plateformes. D'ailleurs, Telegram ne fait pas partie des plateformes qui ont été recensées par le DSA, par la Commission européenne. Elle en fait pas partie. Mais bon, toujours est-il qu'il y a ça. Elle a créé les signaleurs de confiance, c'est-à-dire que si vous avez une mentalité de collabo à vouloir surveiller ce que chacun peut dire, et si jamais quelqu'un a été un peu grossier ou quelque chose comme ça, avoir cette mentalité de dénonciateur, vous pouvez être signaleur de confiance, hein, vous allez sur le site de l'Arcom, vous déclarez, et puis c'est bon. Il y a tout un tas de mesures comme ça où on doit avoir des systèmes de modération qui sont prévus sur les sites en question. Bon, et puis surtout, en fait, on sent qu'il y a une volonté de faire la chasse aux opinions qui déplaisent, très clairement. Donc c'est ça le principal problème, en fait, parce que j'en discutais avec ma compagne ce matin de cette affaire de Pavel Durov. Effectivement, si on se met du point de vue d'un parent où il y a réellement une affaire avec son enfant qui est victime des images de lui circulent sur Internet et on cherche à traquer le responsable pour faire arrêter cette spirale-là, en tant que parent de victime ou en tant que victime, on veut que, d'une certaine façon, un site Internet qui héberge les images, le problème, puisse au moins communiquer les informations nécessaires aux autorités judiciaires
pour que l'enquête puisse avancer. Le problème pour des gens comme Pavel Durov ou Elon Musk, c'est que c'est pas seulement ça. Le DSA tel qu'il a été conçu et sa transcription dans la loi, comme je disais, sur la confiance de l'économie numérique, la LCEN, en fait, est beaucoup trop global. Ça touche aussi au délit d'opinion. Et eux, ça leur va pas. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.